Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être avec nous sur Acteurs Public TV. Ici donc installé au cœur du Salon des maires 2025. On va suivre pendant toute cette journée une thématique, la souveraineté économique, souveraineté industrielle, souveraineté numérique. Une série de tables rondes jusqu'à la fin de cette journée. Mais pour introduire le sujet précisément, je suis avec Clémence Olsina maintenant. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice des affaires juridiques au ministère de l'économie et des finances. Et puis Olivier Giannoni, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur juridique et secrétaire général de l'UGAP. Vous êtes également un expert au sein d'une commission consacrée à la commande publique à la Commission européenne. Alors on va donc se demander de quoi parle-t-on quand on parle exactement de souveraineté. Clémence Olsina, la notion de souveraineté, elle est vraiment dans l'actualité, sous le feu des projecteurs depuis quelques mois, hein. De quoi s'agit-il précisément ? Alors effectivement, il y a un enjeu qui s'attache à définir la souveraineté et je pense que l'actualité nous conduit aussi à redéfinir ce qu'on met derrière ce terme. Si on se réfère à une étude récente du Conseil d'État de 2023, il l'a défini comme la capacité à avoir le dernier mot et la liberté de choisir, de décider. Et en réalité, l'état actuel du droit en matière d'achat public, c'est surtout attaché à cette liberté de décider. Et donc, on s'attache surtout à ce qu'il y ait de la transparence en termes de procédure, une mise en concurrence, un maximum d'acteurs pour protéger aussi l'emploi des deniers publics. Et on voit qu'aujourd'hui, derrière la souveraineté, en fait, on veut reprendre la main et avoir une capacité à choisir les acteurs, les produits et surtout à promouvoir, à protéger des filières industrielles européennes, éventuellement françaises. Et ça, c'est un enjeu qui n'est pas encore traduit dans l'état actuel, ou pas suffisamment par l'état actuel du droit de la commande publique. Et c'est un enjeu auquel on va s'atteler. Olivier Giannoni, votre grande vision du terme de souveraineté ? Alors, je constate qu'on a les mêmes lectures, donc ça me rassure. Peut-être pour compléter ce que vient de dire Clémence, en état international, on a l'habitude de dire que la souveraineté, c'est un État, une population et un territoire. Donc ça, c'est un peu ce qui permet de définir là où vont s'appliquer les normes. Mais ce que je constate en termes de praticiens du droit, c'est qu'on a de plus en plus des questions d'extraterritorialité qui se posent, notamment en matière de commande publique. Donc ce qui pose la question de savoir si finalement le territoire et la souveraineté qu'on attache à ce territoire est toujours une notion pertinente, puisqu'on voit qu'on a une multiplication de lois extraterritoriales, notamment américaines, mais aussi chinoises. Donc ça, c'est aussi un enjeu qui est important, notamment dans la commande publique, en particulier sur la question informatique et les données. Alors vous êtes, j'ai dit, directeur juridique de l'UGAP. Que dit le droit sur la souveraineté précisément ? Alors, en matière de commande publique, théoriquement, vous ne pouvez pas discriminer en fonction de la nationalité, en tout cas lorsqu'il s'agit d'opérateurs économiques qui viennent de l'Union européenne ou d'États qui ont conclu des accords internationaux avec l'Union européenne. Toutefois, donc, il y a l'arrêt Colin qui est de la Cour de justice de l'Union européenne qui permet, lorsque c'est un État tiers ou une entreprise ou des produits d'un État tiers, de faire cette discrimination. Et la question qui se pose plus particulièrement actuellement, c'est lorsqu'on a des pays comme la Chine qui ferment leurs commandes publiques, finalement, comment est-ce que l'Union européenne doit réagir par rapport à ça ? Et on se rend compte que c'est particulièrement compliqué de définir finalement une nationalité relative à un opérateur économique ou par rapport à un produit. Donc ça rend les discussions actuellement, mais aussi pour l'avenir des directives européennes, particulièrement complexes. Même question sur vraiment l'aspect juridique du terme de souveraineté ? Oui, alors je rebondis sur ce que vient de dire Olivier, effectivement, et en écho à ce que j'indiquais, le droit actuellement, il essaie surtout de s'assurer que les acteurs qui candidatent à des marchés publics appliquent les mêmes règles et donc sont sur un même plan, sur un terrain concurrentiel. Et ça donne déjà des marges de manœuvre qui sont assez peu mobilisées par les acheteurs publics. Il faut le dire, cet arrêt Colin qui donne cette possibilité à tout acheteur d'exclure des acteurs économiques qui viennent de pays qui n'appliquent pas les mêmes règles ou qui ne sont pas liés par des accords d'accès au marché. Il y en a. La Chine, l'Inde ne sont pas couverts par de tels accords. Cette capacité de ne pas retenir ces acteurs, elle est très peu mobilisée en pratique par les acheteurs publics. Donc je pense que c'est intéressant déjà de le faire connaître. Bon, il faut rappeler aussi qu'il y a tout de même des secteurs régaliens pour lesquels on a exclu l'application des règles de droit commun de la commande publique. Les marchés de défense et de sécurité obéissent par exemple à des règles propres et dès lors que des intérêts essentiels de sécurité sont en jeu, on peut aussi
aussi écarter l'application du droit de la commande publique. Donc il y a déjà des leviers de souveraineté, mais qui restent effectivement complexes à mobiliser, parce qu'en réalité, c'est assez facile pour un acheteur de s'établir, pour un acteur économique qui veut accéder à la commande publique européenne, de s'établir en Europe, même s'il produit essentiellement dans d'autres pays. Il suffira de cet établissement pour le qualifier d'acteur européen et donc lui permettre d'accéder à la commande publique européenne. Jusqu'à présent, on parle essentiellement d'acteurs donc non européens. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une tension entre les notions de souveraineté européenne et souveraineté nationale, souveraineté française en particulier ? Alors, c'est vrai qu'on raisonne au sein d'un marché intérieur, donc logiquement, ce sont des règles qui s'appliquent au niveau européen essentiellement, avec la réserve que j'indiquais pour des enjeux régaliens propres aux États, et notamment les marchés de défense et les enjeux de sécurité pour lesquels les États reprennent la main à leur niveau. Sur ce point-là, Olivier Giannoni ? Je pense que lorsqu'on lit les rapports de Enrico Letta ou de Mario Draghi, il faut raisonner d'un point de vue européen. Et que si jamais dans l'avenir on modifie les règles de la directive pour étendre finalement cette capacité à discriminer sur d'autres segments importants comme l'IA, ça veut dire qu'il faut qu'on raisonne d'un point de vue européen, parce que les enjeux à faire, les investissements à réaliser sont trop importants pour que ça puisse être uniquement le fait d'un seul État. Alors, vous évoquez justement les directives européennes. Je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes membre du groupe d'experts de la Commission européenne sur les marchés publics. Vous travaillez notamment en ce moment à la remise à plat des directives européennes. Quelles sont les grandes orientations qui prennent le dessus sur ces nouvelles orientations ? Je dirais que le sujet qui est particulièrement prégnant en ce moment, c'est la question du Made in Europe. Et ça pose la question de comment est-ce qu'on va définir cette notion à l'avenir, sachant que parallèlement à ça, on a aussi une révision de tout ce qui est règlement douanier. Et tout ça est au niveau de la DG Gros, qui est la direction sur le marché unique européen. Donc, est-ce qu'on considère que c'est la capitalisation qui est importante pour l'opérateur économique ? Est-ce qu'on considère que c'est là où il y a le plus de plus-value dans la chaîne d'approvisionnement, que ça permet de déterminer qu'un produit est européen? Ce sont des vraies questions qui sont particulièrement complexes à résoudre en ce moment. Donc ça, c'est le sujet le plus nouveau et le plus prégnant actuellement dans la révision des directives. Mais ça n'empêche pas de réfléchir à une simplification, puisque là, on a de plus en plus de textes finalement qui régissent la commande publique, puisqu'on parle des 3 directives habituellement, mais on a aussi des réglementations transversales comme le RGPD ou comme la réglementation sur l'interdiction des opérateurs russes, qui viennent finalement s'ajouter et créer un corpus qui devient de plus en plus technique à mobiliser. Et effectivement, on perd en efficacité dans l'utilisation des règles, puisque finalement, de moins en moins de personnes connaissent toutes les règles. Clémence Olcina, pour rester sur ces directives européennes, quelle révision de ces directives vous appelez de vos voeux ? Alors, je commencerai par indiquer que c'est un chantier très important pour la direction des affaires juridiques, sur lequel on travaille maintenant depuis plus d'1 an et autour duquel on a mobilisé toutes les idées des acteurs économiques, des acheteurs, notamment des acheteurs locaux. On a réuni à cet effet spécialement les associations d'élus locaux avec des universitaires, les experts de la commande publique, pour brasser un maximum d'idées. C'est un moment important parce que ce sont des cadres juridiques qui restent après longtemps. Les dernières directives, elles datent de 2014 et on voit bien qu'elles ne reflètent plus un certain nombre d'aspirations et d'enjeux économiques du moment. Alors, qu'est-ce qu'on attend essentiellement de cette révision des directives ? La simplification, Olivier en a parlé, mais c'est vrai que c'est une attente forte. Elle résulte aussi du rapport de la commission d'enquête sénatoriale dont vous allez parler aussi aujourd'hui. Il faut qu'on redonne de la souplesse en termes de capacité à négocier, peut-être simplifier les catégories. Vous savez, les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices n'obéissent pas aux mêmes règles. Peut-être qu'on pourrait unifier ce cadre. Donc il y a des leviers de simplification. Il y en a beaucoup qu'on a pu identifier. Il y a un enjeu aussi de traduire l'urgence environnementale. La France, de ce point de vue, est précurseur. Elle s'est dotée d'un cadre juridique qui intègre la nécessité d'introduire dans les marchés des clauses environnementales. Ça, c'est un modèle qu'on voudrait exporter au niveau européen. Et enfin, bien sûr, le sujet qui est au cœur de vos débats ce matin, le sujet de la résilience de l'économie européenne et de la façon dont on mobilise la commande publique pour faire face à ces enjeux, et celui de la souveraineté au sens d'une véritable préférence européenne
dans certains secteurs stratégiques en matière industrielle, numérique ou de transition énergétique notamment. On arrive quasiment à la fin déjà de cette discussion. Juste un mot sur la présence de la DAGE, la Direction des Affaires Juridiques, ici au Salon des maires, puisqu'on est quand même au Salon des maires. Évoquons la relation. Quelle est la relation entre la DAGE et les élus locaux ? Merci. Effectivement, c'est une première que la Direction des Affaires Juridiques soit présente sur ce Salon des maires aux côtés de la Direction générale des finances publiques. C'était important pour nous pour mieux faire connaître à la fois notre rôle en matière d'élaboration des normes. Ces normes, elles s'appliquent à tous. Les acheteurs locaux, ce sont les premiers praticiens de droit de la commande publique. Ils représentent 60% du nombre des contrats publics que l'on recense en France. Donc c'est important d'échanger avec eux, tout simplement. Ensuite, en matière de conseil aux acheteurs, et ça c'est une fonction qui n'est pas assez connue à mon avis, aux côtés de la Direction régionale des finances publiques à Lyon, existe une cellule d'information juridique des acheteurs publics qui est joignable au téléphone pour faire du conseil en direct pour les acheteurs au niveau déconcentré, au niveau local, y compris aux collectivités territoriales. C'est un outil simple, accessible, et je pense qu'on a intérêt à mieux le faire connaître. Et enfin, la direction, au travers de l'Observatoire économique de la commande publique, produit beaucoup de guides pratiques à destination des acheteurs locaux. On a produit un guide cette année en lien avec la Direction générale du Trésor et l'AMF sur les marchés d'assurance des collectivités territoriales. On travaille maintenant sur les enjeux de petite enfance. Donc on essaie aussi de coller aux problématiques concrètes des acheteurs et notamment des acheteurs locaux. Et donc c'est la raison pour laquelle c'était important pour nous d'être là sur ce Salon des maires. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur le plateau d'Acteurs Publics TV pour évoquer cet enjeu majeur évidemment que représente la souveraineté pour la commande publique. Merci beaucoup Clémence Olcina, merci Olivier Giannoni. Merci beaucoup. Et on se retrouve très vite sur Acteurs Publics TV, ici sur ce plateau, au sein du Salon des maires, pour une prochaine table ronde sur la souveraineté, toute la journée aujourd'hui.